j'ai découvert que mon mari mène une double vie. Ce n'était pas un coup de tonnerre subit, plutôt un long glissement dans une brume d'incertitude. Les premiers signes étaient ainsi subtils que je les avais balayés d'un revers de main, les attribuant à la fatigue, au stress du travail, aux aléas de la vie conjugale après 15 ans. Thomas était architecte. Son métier exigeait souvent de longues heures, des déplacements inattendus. J'avais toujours accepté cela comme faisant partie du tableau. Nous avions une belle vie, tranquille, une maison confortable en périphérie, des amis communs, des habitudes bien ancrées. Je l'aimais, je lui faisais confiance. C'est cette confiance qui a rendu les premières fissures presque invisibles. Il a commencé à être plus distant, pas de manière évidente, pas de dispute ou de colère, juste ailleurs, court. Son regard s'évadait pendant nos conversations. Son téléphone devenait une extension permanente de sa main. Vérifié furtivement sous la table ou en plein milieu d'une phrase. Il y avait de nouveaux secrets dans son silence. Avant, ces silences étaient reposants, complices. Maintenant, ils étaient opaques. Puis sont apparus les changements plus concrets. De nouvelles chemises qu'il n'avait jamais portées devant moi, un parfum différent, plus boisé, plus marqué que son habituel lait, eau de Cologne légère, des retours tardifs non annoncés, expliqués par des réunions qui ont traîné ou des bouchons pas possibles, des kilomètres qui ne collaient pas avec les distances réelles sur son compteur kilométrique lorsque je prenais sa voiture exceptionnellement. Un jour, j'ai trouvé une petite boîte de chocolat fin dans sa poche de manteau, le genre qu'il n'achetait jamais pour moi. Et quand je lui ai demandé où il l'avait eu, il a bredouillé quelque chose sur un client qui les lui aurait offert. L'explication semblait bancale, mais je n'ai pas insisté. La petite voix dans ma tête, celle que je m'efforçais d'ignorer, commençait à devenir un murmure persistant. Le vrai tournant a été cette nuit. Il dormait d'un sommeil lourd, épuisé par une de ces journées soi-disant chargées. Son téléphone a vibré sur la table de chevet. Une notification s'est brièvement affichée sur l'écran verrouillé avant de disparaître. Merci pour ce soir, j'ai hâte de te revoir. Le message ne contenait pas de nom, pas d'emoji explicite, mais l'intime de la formulation m'a transpercé comme un poignard de glace. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'ai regardé Thomas, son visage paisible dans l'obscurité. Était-ce possible? Était-il capable de ça? La tentation de prendre son téléphone, de chercher, de savoir, était immense. Mais j'étais paralysée par la peur de ce que je pourrais trouver. Peur de briser l'image que j'avais de notre vie, de lui. J'ai attendu, l'adrénaline pulsant dans mes veines, jusqu'à ce que la vibration cesse et que l'écran redevienne noir. J'ai fait semblant de dormir, mon esprit une tempête. Le lendemain matin, tout semblait normal. Thomas était souriant. Il a même fait du café. J'ai joué le jeu, mais chaque mot, chaque geste était empreint du doute qui me rongeait. Le message de la nuit était devenu une obsession. Je savais qu'il avait un deuxième téléphone, un vieux modèle qu'il disait garder pour les appels professionnels, discret. Il était rangé dans le tiroir de son bureau. Au fond, j'avais toujours respecté son espace, sa vie privée. Mais la notification de la veille avait fait voler en éclats cette retenue. Alors qu'il était sous la douche, j'ai ouvert le tiroir. Mes mains tremblaient. Le téléphone était là. Je l'ai pris. Il n'était pas protégé par un code. L'écran s'est allumé, révélant une myriade de messages et d'appels non enregistrés dans son répertoire principal. Un nom revenait souvent dans les SMS. Sophie. Les messages étaient affectueux, intimes.
tu m'as manqué. Passe quand tu veux, vivement la semaine prochaine. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas une simple liaison éphémère. Il y avait une profondeur, une régularité qui était effrayante. J'ai fait défiler les conversations, chaque mot me blessant plus profondément que le précédent. Il parlait de notre vie, mais en la présentant d'une manière détachée, comme une obligation qu'il subissait. Il parlait de Sophie avec tendresse, avec désir. J'ai trouvé des photos d'elle, une femme blonde, jolie, inconnue, et puis des photos d'eux ensemble, riant, s'embrassant, des photos prises dans des lieux familiers, mais aussi dans un appartement que je ne connaissais pas. Mon monde s'est effondré. Je ne tremblais plus. J'étais glacée. Un message a attiré mon attention, plus récent. Ne t'inquiète pas pour les vacances. J'ai tout géré. Les billets pour la Corse sont réservés pour nous 3. Pour nous 3? Qui était la 3e personne? Mon regard est tombé sur une autre photo, un peu floue, d'un enfant d'environ 5 ou 6 ans, souriant à la caméra, avec Thomas et Sophie en arrière-plan. L'enfant avait des traits familiers. Le même nez que Thomas. La vérité m'a frappée avec une force brutale. Il n'avait pas seulement une maîtresse, il avait une autre vie, une autre famille. L'air est devenu rare dans mes poumons. Je me suis assise lourdement sur la chaise de bureau, les photos de cette autre famille, brûlant ma rétine. Un enfant. Il avait un enfant avec cette femme. Cet enfant avait l'âge de mes neveux, l'âge où l'on commence à peine à construire ses souvenirs, à comprendre le monde. Et dans ce monde, Thomas était son père. Mon mari, l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 15 ans, qui partageait mon lit, mes projets, mon avenir, avait secrètement bâti un autre foyer. Comment était-ce possible? Comment avait-il pu maintenir ce mensonge monumental pendant des années? Les réunions tardives, les déplacements inattendus, les kilomètres qui ne collaient pas, tout prenait un sens sinistre. Ce n'étaient pas des aléas, c'était des fragments de son autre existence. Les cadeaux qu'il n'achetait pas pour moi étaient peut-être pour eux. Les vacances professionnelles étaient certainement des escapades familiales. Mon esprit tournait, essayant de reconstruire le puzzle avec ces nouvelles pièces horribles. Chaque souvenir de notre vie ensemble, chaque moment de tendresse, de complicité, était maintenant empoisonné par la certitude qu'une partie de lui était ailleurs, vivant une autre réalité. Les larmes sont venues, silencieuses et brûlantes. Pas des sanglots, juste un flot constant qui brouillait ma vision des photos sur l'écran du téléphone. L'enfant souriait. Il ne savait pas. Sophie ne savait peut-être pas non plus l'ampleur de la supercherie. Était-elle aussi dupée que moi? Ou était-elle la complice silencieuse? Le téléphone a vibré à nouveau. Un message de Sophie. J'ai hâte de te voir ce soir. Ce soir, il m'avait dit qu'il rentrait tôt pour dîner avec moi. Un autre mensonge. J'ai reposé le téléphone dans le tiroir, l'impression de manipuler un objet radioactif. J'ai refermé le tiroir, les mains moites, mon cœur battant toujours la chamade. Mais maintenant, c'était un rythme lent et lourd, le son du désespoir. Je suis retournée dans la chambre. Thomas était sorti de la douche. Il m'a regardée avec son sourire habituel, celui qui pendant 15 ans avait été une promesse de sécurité et d'amour. Maintenant, il me semblait être le masque le plus cruel du monde. « Ça va, mon cœur? Tu as l'air pâle, a-t-il dit, s'approchant pour m'embrasser. J'ai reculé instinctivement, juste un peu fatiguée. Ai-je murmuré, ma voix étranglée. Il n'a rien remarqué.
ou a fait semblant de ne rien remarquer. Il a continué à se préparer, sifflotant, ignorant le séisme qu'il avait déclenché dans ma vie. J'étais en état de choc, naviguant dans la matinée comme un automate. Le café avait un goût de cendre. Chaque objet dans la maison, chaque photo de nous deux me hurlait sa trahison. Notre maison, ce sanctuaire que nous avions construit ensemble, était devenu une prison de mensonges. Je ne pouvais pas rester là, faire comme si de rien n'était. Je devais savoir toute la vérité. La journée s'est déroulée dans un brouillard irréel. J'ai réussi à aller travailler, à parler à des collègues, à répondre à des emails, tout en planifiant fiévreusement ma prochaine étape. Je ne pouvais pas le confronter immédiatement. Il fallait que je sois préparée, que je comprenne l'étendue de la tromperie avant de lui jeter la vérité à la figure. J'ai passé mes pauses déjeuner et mes moments libres à la recherche d'informations. J'avais noté le nom de Sophie et j'avais les photos. J'ai commencé par une recherche simple sur les réseaux sociaux. Il y avait plusieurs Sophies avec qui Thomas était ami ou connecté, mais aucune ne correspondait exactement à la femme sur la photo. Je suis revenue au message. Y avait-il d'autres indices? Une adresse? Un lieu mentionné? Oui, un message mentionnait un appartement dans un quartier de la ville que nous fréquentions peu. J'ai cherché des Sophies dans ce quartier. Rien de concluant au début. J'ai élargi ma recherche en combinant le nom Sophie avec le prénom de l'enfant que j'avais deviné sur la photo. L'enfant s'appelait Léo, d'après un autre message. Sophie, Léo, bingo. Une Sophie Dubois apparaissait avec un profil public sur un réseau social. Son profil mentionnait un fils, Léo. La photo de profil était celle de la femme sur le téléphone. L'adresse correspondait au quartier mentionné. J'ai parcouru son profil avec une angoisse croissante. Des photos d'elle, de Léo, de leurs vacances. Et Thomas était là, souriant, posant en famille. Des photos de Noël, d'anniversaire, de sorties au parc. Toute une vie parallèle étalée là, sous mes yeux. Il n'y avait aucune trace de moi, de notre vie. J'étais l'ombre, l'autre femme, sans le savoir. Les dates des photos s'étendaient sur plusieurs années, 5 ans au moins, l'âge apparent de Léo. Le mensonge durait donc depuis sa naissance, peut-être même avant. C'était vertigineux. Comment avait-il pu vivre cette dualité sans jamais laisser transparaître quoi que ce soit? L'homme que je croyais connaître était un étranger, un acteur principal dans une pièce de théâtre, dont j'étais l'ignorante spectatrice. Je suis rentrée à la maison, le cœur lourd comme une pierre. Thomas n'était pas là. Réunion de dernière minute, avait-il envoyé par SMS? J'ai souri amèrement. Une réunion avec sa seconde famille. J'ai passé la soirée seule, entourée des fantômes de notre vie passée, maintenant déformée par la connaissance de sa trahison. J'ai repensé à chaque détail, chaque absence, chaque mensonge par omission. J'ai revisité des conversations, des moments intimes, essayant de démêler le vrai du faux, le sincère de l'hypocrite. C'était une torture. J'ai imprimé certaines des photos que j'avais trouvées sur le profil de Sophie Dubois. Des preuves. Je ne pouvais plus me mentir. Cette double vie était bien réelle, et elle impliquait non seulement une autre femme, mais aussi un enfant. Les implications étaient immenses, dévastatrices. Ma vie telle que je la connaissais n'existait plus. Elle était une façade, un décor derrière lequel Thomas menait sa véritable existence. La nuit a été longue, ponctuée de cauchemars et de périodes d'éveil, où l'horreur de la situation s'abattait sur moi avec une nouvelle force. J'étais en colère, blessée, humiliée. Mais surtout, j'étais déterminée. Je ne pouvais pas rester inactive. Je devais comprendre
et je devais agir. J'ai décidé d'aller voir l'appartement de Sophie Dubois. Ce n'était pas une décision rationnelle, plutôt un besoin irrépressible de voir de mes propres yeux ce lieu qui abritait l'autre facette de la vie de Thomas. J'y suis allée le lendemain sous prétexte d'une course en ville. L'immeuble était récent, dans un quartier animé. J'ai trouvé son nom sur l'interphone, Sophie Dubois. Je suis restée en bas, observant. Est-ce qu'il y était? Était-ce là qu'il passait ses soirées en réunion? J'ai vu des gens entrer et sortir, des familles avec des enfants. La banalité de la scène contrastait violemment avec le drame qui se jouait dans ma vie. J'imaginais Thomas montant les escaliers, ouvrant cette porte, retrouvant Sophie et Léo. Ma gorge s'est nouée. J'avais l'impression d'être une intruse, une spectatrice dans la vie de mon propre mari. L'ironie était cruelle. J'ai loué une voiture pour quelques jours. Je ne pouvais pas prendre la sienne. Il aurait pu le remarquer. Je devais être discrète. J'ai commencé à surveiller l'immeuble. Une surveillance amateur pleine de maladresse et d'angoisse. Mais j'avais besoin de voir. J'ai passé des heures, garée dans la rue, essayant de me fondre dans le paysage urbain. Et j'ai vu Thomas sortir de l'immeuble, parfois seul, parfois avec Sophie et Léo. Je les ai vus monter dans une voiture différente de la sienne habituelle, une voiture familiale. Je les ai vus faire des courses, aller au parc, vivre une vie normale, une vie de famille. C'était insupportable. Chaque apparition de Thomas avec eux me déchirait un peu plus. Il riait avec Léo, tenait la main de Sophie. C'était le même homme que j'aimais, le même sourire, les mêmes gestes affectueux, mais dirigés vers une autre femme, un autre enfant. J'ai pris des photos avec mon téléphone, des preuves encore plus irréfutables, des photos de lui, de Sophie, de Léo, ensemble. Ces images étaient gravées dans ma mémoire, cauchemardesques. J'ai continué cette surveillance pendant quelques jours, accumulant les preuves, nourrissant ma rage et mon chagrin. J'ai découvert qu'il passait au moins 3 nuits par semaine là-bas, parfois plus. Les autres nuits, il rentrait chez moi, jouant son rôle de mari fatigué mais aimant. La duplicité était vertigineuse. Il menait littéralement 2 vies en parallèle, jonglant avec les emplois du temps, les mensonges, les émotions. Comment faisait-il? Était-il un sociopathe, capable de compartimentaliser ainsi ses sentiments? Ou était-il pris au piège de ses propres mensonges, incapable de choisir, blessant tout le monde autour de lui? Je ne savais pas, et cette ignorance me tourmentait. Je devais en savoir plus sur Sophie. Était-elle au courant qu'il était marié? Était-elle une victime ou une complice? J'ai décidé de passer à l'étape suivante. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette incertitude, nourrie par la surveillance et les recherches en ligne. J'avais assez de preuves pour savoir que ma vie n'était qu'une moitié de la sienne, mais je n'avais pas toutes les pièces du puzzle. J'ai pensé à engager un détective privé, mais l'idée de confier ma douleur et mon humiliation à un étranger m'était insupportable. Je voulais comprendre par moi-même. J'ai trouvé l'école de Léo grâce à une photo sur le profil de Sophie où l'on voyait l'uniforme. C'était une petite école de quartier. J'ai attendu l'heure de la sortie. J'ai vu Sophie arriver, tenant la main de Léo. J'ai hésité. Qu'allais-je faire? L'aborder? Lui dire qui j'étais? Je n'étais pas prête. Mais je devais me rapprocher, voir la femme qui partageait secrètement la vie de mon mari. J'ai observé de loin. Sophie avait l'air douce, normale, une mère comme tant d'autres. Léo sautillait à côté d'elle, lui parlant avec enthousiasme. C'était une scène si banale, si innocente, et pourtant, elle était au cœur de mon cauchemar. J'ai vu Thomas arriver à son tour, un peu plus tard,
certainement après sa journée au bureau. Léo a couru vers lui, l'appelant « Papa ». Thomas l'a soulevé dans ses bras, riant. Sophie les regardait avec un sourire. C'était la scène d'une famille heureuse. Mon estomac s'est retourné. Je me suis cachée derrière un arbre, incapable de détourner les yeux. C'était la confirmation la plus douloureuse de toutes. Ils étaient une vraie famille. Et j'étais l'autre femme, même si j'étais la première. J'ai reculé, le souffle court, les jambes tremblantes. Je ne pouvais plus regarder. Je suis retournée à ma voiture. J'ai démarré et j'ai roulé sans but, les larmes coulant à nouveau sur mon visage. Cette image, Thomas, Sophie et Léo, réunis, si naturels, si légitimes, était une blessure profonde. Comment pouvais-je rivaliser avec ça? Comment pouvais-je démanteler une vie construite sur tant d'années, avec un enfant au milieu? Le poids de la situation était écrasant. Je ne pouvais plus rester dans le déni. Ma vie avec Thomas était un château de cartes. Il ne s'agissait pas d'une simple incartade, d'une crise passagère. C'était une structure parallèle, solidement établie. La question n'était plus de savoir s'il y avait une autre femme, mais l'ampleur de cette autre vie et ce que j'allais faire maintenant que je savais tout, ou presque tout. Il y avait encore des zones d'ombre. Comment avait-il rencontré Sophie? Comment avait-il réussi à jongler avec les deux vies pendant si longtemps? Quelles étaient ses intentions? Avait-il l'intention de me quitter un jour, de les rejoindre définitivement? Ou comptait-il continuer éternellement cette mascarade? Je devais obtenir des réponses et je devais décider de mon propre avenir. J'ai passé la nuit à trier les preuves que j'avais collectées, les photos, les messages, les observations. J'ai écrit tout ce que je savais, chronologiquement. C'était une histoire sordide, de tromperie et de mensonges. L'homme que j'aimais était un étranger. Ce n'était pas seulement une question de trahison conjugale, c'était une trahison de notre histoire, de nos projets, de notre confiance. Il avait vécu un mensonge devant moi pendant des années, me laissant dans l'ignorance totale pendant qu'il construisait une autre vie. La colère montait en moi, une vague froide et destructrice. Je ne pouvais pas lui pardonner cela. Pas cette duplicité, pas cette profondeur dans le mensonge. Un enfant, avoir un enfant avec une autre femme, tout en partageant mon quotidien, était un niveau de trahison que je ne pouvais même pas concevoir. J'ai décidé de ne pas le confronter immédiatement. Pas encore. J'avais besoin de plus de force, de plus de clarté. J'ai consulté un avocat en toute discrétion. J'avais besoin de comprendre mes droits, mes options, dans l'éventualité, désormais probable, d'un divorce. L'avocate, une femme d'expérience au regard franc, a écouté mon histoire sans jugement, avec une compassion professionnelle. Elle m'a expliqué les procédures, les implications financières, la question de la preuve de l'adultère. Mes photos et messages étaient des éléments solides. Elle m'a conseillé de continuer à recueillir des preuves si possible, mais surtout de penser à moi, à ma sécurité émotionnelle et financière. Elle m'a dit que le plus difficile serait la confrontation et que je devais être prête. Prête? Comment pouvait-on être prête à affronter l'homme que l'on aimait et découvrir qu'il était un menteur professionnel, un étranger? J'ai regardé notre maison, les objets qui la remplissaient, choisis ensemble, témoins silencieux de notre histoire. Tout cela n'était plus qu'un décor. La réalité était ailleurs dans cet appartement, avec Sophie et Léo. J'ai commencé à préparer mon départ en secret. Je ne pouvais pas rester sous le même toit que lui, une fois qu'il saurait que je savais. J'ai ouvert un compte bancaire personnel, j'ai rassemblé mes documents importants, mes affaires personnelles de valeur sentimentale.
Chaque acte était un pas de plus vers l'inconnu, vers une vie sans lui, mais aussi une vie sans mensonge. La tension à la maison était insoutenable, même si Thomas ne semblait rien remarquer, ou peut-être faisait-il semblant. Son comportement était le même, affectueux par moments, distant par d'autres. Chaque fois qu'il disait m'aimer, chaque fois qu'il me prenait dans ses bras, je ressentais un frisson de dégoût. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il me toucher, me mentir droit dans les yeux, après avoir passé du temps avec son autre famille? L'idée de la confrontation me terrifiait, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Je ne pouvais pas vivre éternellement avec ce poids, avec cette connaissance secrète qui empoisonnait mon existence. Le moment approchait. J'avais réuni suffisamment de preuves. J'avais consulté un avocat. J'avais commencé à préparer mon départ. Il était temps de lui jeter la vérité à la figure. Le jour de la confrontation, j'ai choisi un moment où nous serions seuls, après dîner, dans le salon. J'avais le cœur battant la chamade, les mains moites. Thomas était détendu, lisant son journal, l'image même du calme conjugal. J'ai pris une profonde inspiration. Thomas, ai-je commencé? Ma voix tremblant légèrement. Il a relevé les yeux de son journal. Oui, mon amour? J'ai failli flancher devant l'apparente sincérité de son regard. Mais j'ai pensé à Sophie. J'ai pensé à Léo. J'ai pensé aux années de mensonges. Il faut qu'on parle, sérieusement. Mon ton a dû le surprendre, car son sourire a pâli. Il a posé son journal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé sur la table basse les photos que j'avais imprimées. Thomas, Sophie et Léo, ensemble, riant, posant en famille. Il a regardé les photos, son visage se décomposant en temps réel. La couleur l'a quitté, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité et de panique. Le masque est tombé. Il n'a rien dit pendant un long moment, fixant les photos comme s'il s'agissait d'artefacts extraterrestres. Le silence était assourdissant, lourd de toutes les années de non-dit, de toutes les trahisons. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Pas de larmes, pas maintenant. Alors Thomas, ai-je dit, ma voix plus forte, teintée d'une colère froide. Tu veux bien m'expliquer? Il a levé les yeux vers moi, ses pupilles dilatées. Comment as-tu trouvé ça? C'était tout ce qu'il a trouvé à dire. Pas de dénégation, pas de surprise feinte, juste la panique d'être découvert. Ça n'a aucune importance, Thomas. Ce qui importe, c'est ce que c'est. C'est ta deuxième vie, n'est-ce pas, Sophie et Léo? J'ai nommé l'enfant et j'ai vu son visage se crisper de douleur, ou peut-être de remords. Remords d'être découvert, pas de m'avoir trahi, j'en étais sûre à cet instant. Il a finalement baissé la tête, ses épaules s'affaissant. Je suis désolée, tellement désolée. Les mots sonnaient coqueux, vides de sens après 15 ans de mensonges. Désolée? Désolée pourquoi exactement, Thomas? Désolée d'avoir une autre femme? Désolée d'avoir un autre enfant? Désolée d'avoir fait de ma vie un mensonge pendant toutes ces années? Ma voix s'élevait, chargée de l'émotion que j'avais contenue. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me regarder, me toucher, me dire que tu m'aimais, alors que tu avais une autre famille? Il a relevé la tête, ses yeux pleins d'une détresse que j'avais du mal à croire sincère. Je ne savais pas comment te le dire. Ça a commencé il y a des années, une erreur. Et puis Sophie est tombée enceinte. Je n'ai pas su quoi faire. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas t'abandonner non plus. Une erreur? Un enfant né d'une erreur? C'était son explication? Ma colère a redoublé.
Une erreur? Pendant 5 ans, tu as construit une vie entière sur une erreur. Tu as un enfant, Thomas. Un enfant. Et tu oses appeler ça une erreur? Je me suis levée, incapable de rester assise. Tu as vécu une vie de mensonge, Thomas. Tu m'as volé 15 ans de ma vie en me faisant croire que nous étions un couple, une famille, alors que tu avais déjà tout ça. Aïe, Rugdurs. Il a essayé de m'interrompre, de se justifier. Mais je t'aime, mon prénom. Je t'aime toujours. C'est juste compliqué. Compliqué, c'était le mot qu'il utilisait pour décrire sa double vie et la destruction qu'il avait causée. Compliqué, j'ai ri, un rire amer et brisé. Ce qui est compliqué, Thomas, c'est de vivre avec un homme qui est un étranger, qui est un menteur. Ce qui est compliqué, c'est de découvrir que toute votre vie est basée sur une illusion. Je lui ai montré les photos à nouveau. Regarde ça, Thomas. Regarde Léo. C'est ton fils. Et Sophie est sa mère. C'est ta famille. Où est-ce ma place dans ce tableau? Où est-ce notre vie? Il a baissé la tête à nouveau. Le silence est revenu, pesant. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'explication qui pourrait justifier cela. Pas de mots qui pourraient effacer les années de mensonges. Tu as fait ton choix, Thomas. Ai-je dit d'une voix froide et définitive? Pas aujourd'hui, pas hier. Il y a des années, chaque fois que tu rentrais chez moi après avoir passé du temps avec eux, chaque fois que tu me disais que tu m'aimais, chaque fois que tu planifiais un avenir avec moi alors que tu en avais déjà un autre, je suis allée vers la porte d'entrée. Je ne peux pas rester ici, pas une minute de plus. Il a relevé la tête, paniqué. Quoi? Où tu vas? Je m'en vais, Thomas. Je m'en vais loin de toi, loin de tes mensonges, loin de cette vie qui n'était qu'une façade. J'ai pris ma veste et mon sac. C'est fini, Thomas. Entre nous, c'est fini. Il a essayé de s'approcher de moi. Attends, s'il te plaît. On peut t'en parler. On peut trouver une solution. Il n'y a pas de solution, Thomas, ai-je rétorqué, ma voix pleine d'une tristesse résolue. Tu as déjà ta solution. Elle s'appelle Sophie et Léo. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit m'a frappé. C'était une bouffée d'oxygène, mais aussi un vent glacial d'incertitude. Derrière moi, j'ai entendu Thomas m'appeler, sa voix pleine de désespoir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi le seuil, laissant derrière moi 15 ans de ma vie, réduits en poussière par la découverte de son secret. J'ai marché dans la nuit sans destination précise, juste besoin de m'éloigner, de respirer. La douleur était immense, mais elle était mêlée à un étrange sentiment de libération. La vérité, aussi horrible soit-elle, m'avait rendu ma liberté. La liberté de ne plus vivre dans le mensonge, la liberté de reconstruire ma vie, seule mais entière.